Le commentaire de Fred Bérard. Et le vendredi, c'est vos questions, mais c'est à nous que revient la première. Ah, on a encore ce privilège. Comment ça va, Fred? Oh là là, elle fait pas facile, celle-là. C'est celle que t'aimes le moins, ça, on le sait. Tu l'as pas vu venir, hein? Tu l'as pas vu venir. Non, je l'ai pas venu. Je suis décontenancé. Ça va comme c'est venu pour faire plaisir à Pépé Léonard. Voilà. Merci, mon oncle Fredouille. Fred est comme moi, c'est pas un adepte du small talk. Pas tant que ça. Fais-tu beau à Mont-Laurier? Il y a de la pluie un matin. Puis, ben d'ouvrage, On n'arrête pas. On n'aura pas besoin d'arroser aujourd'hui. On arrêterait, mais ça coûterait plus cher. Aïe. Imagine-toi se lever le matin pour autant de niaiseries. Ça achève. Non, pas pour toi. On termine le 30 mai. 30 ou le 31? Il n'y a pas de 31 mai, hein, André? Je me souviens plus. Oui, il y a 31 mai, mais je pense que... C'est le week-end. Oui, c'est ça. On termine bientôt, dans quelques semaines, pour faire place à la programmation d'été. Mais on n'en est pas là. Ce matin, on a une belle émission avec plein de questions. Mais d'abord, les citations qui sont opposées ce matin. Oh, écoute, Voltaire, hein, on le sait, c'est une valeur sûre. Voilà. Il joue sur le de puissance. Mais on a une recrue, mon André. Ouais, c'est qui? Ouais. C'est un Belge. Tout le monde. Plusieurs pensent qu'il est français. C'est un chanteur belge. Plastique Bertrand. Renaud. Hey, Plastique Bertrand, ça aurait été bon, hein? Mais non. Renaud, non. Renaud, très français. Très français. Dans le 14e, je pense. Ouais. Mais non, et j'ai nommé Ne me quitte pas. Ah, Brel! Bravo! Jacques Brel. Donc, Voltaire ou Brel, c'est vous qui décidez. Au 825. Je ne vous dis pas pour qui voter, mais celle de Brel. Oh là là. Mais il vous dit pas pour qui voter. 825. Non. 255. Subtil comme une poignée de porte. 825-255-9909 pour faire votre vote et glisser votre question si jamais vous vous sentez inspiré à ce moment-ci. Est-ce qu'on est prêt? Ah oui. Alors, une question. Écoute, je te lance sur celle que tu as peut-être moins les outils ou les connaissances du dossier. Non, mais elle va être passée, puis je pense que... C'est sûr que tu seras pas capable de répondre à ça, mais on va te la poser Non, pareil. mais l'intention est bonne de l'auditeur, l'auditrice, qui dit « Bon matin, une question pour M. Bérard. Est-ce que ce serait possible de clarifier en général ce qui s'est passé au procès des ex-joueurs de hockey junior qui est en cours à London, Ontario? » Oui, OK. Et la personne ajoute quel courage que cette jeune femme doit avoir. J'apprécie notre radio locale. Merci à toute l'équipe. Est-ce que tu connais le dossier un petit peu? Pas plus que la moyenne des ours, mais assez pour expliquer ce qui s'est produit de ce que j'ai compris, parce que c'est un peu technique, mais c'est pas si sorcier que ça. C'est que dans ce type de procès-là, il y a parfois ce qu'on appelle un volet jury. Donc, c'est le jury qui va décider si oui ou non les accusés sont coupables. Et ça remonte de quand ça? Ça remonte à les gars longtemps. Pourquoi? Ouais. Parce que on se disait notamment en France, en Angleterre, là, on parle du, je sais plus, 13, 14e siècle, 15e siècle. On parlait de la justice des hommes. On voulait que l'accusé soit jugé par ses pairs, qu'il soit jugé par d'autres hommes, d'autres femmes. Hein, pas remettre ça dans les mains d'un juge qui pourrait peut-être être élitiste, mais que monsieur, l'accusé, disons, soit jugé par, justement, monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets. Bon, bref. Le jury a été constitué dans ce cas-ci. Le jury, il y en a une douzaine qui sont choisis au peigne fin par mettons, disons, pour avoir 12 jurés, qu'on appelle J-U-R, accent aigu, S. Pour avoir 12 jurés, ça prend donc un processus de sélection rigoureux où le juge, les avocats de la défense et les avocats de la couronne décident. Savoir, lui, il pose des questions, par exemple, tu connais-tu, toi, l'accusé? Oui, il était dans mon quartier, puis c'est vrai que c'est un homme. Bon, évidemment que tu vas être écarté. Ils font un tri, là. Si, par exemple, l'accusé est je sais pas moi, un Asiatique, puis le gars, il dit, moi, j'ai ça, les Asiatiques, c'est évidemment qu'il va être écarté, puis ainsi de suite. Bon. Dans cette histoire-là, ils n'ont pas donné beaucoup de détails, mais ils avaient constitué le jury en question, et il y a nécessairement quelqu'un qui a levé un drapeau. Moi, je suis pas mal certain que c'est un avocat de la défense qui a dit, ce membre du jury-là, et moi, je suis à peu près certain que c'est ça qui est arrivé, connaît la victime pour telle raison. En d'autres termes, on l'a laissé passer. Et de ce fait-là, on a dissous
le jury en question. Hein, le juge a dit, bon, ben, bonne fin de journée. Et là, ils vont chercher d'autres jurys. Ils recommencent un processus de sélection. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un dans la gang qui était nécessairement biaisé d'un côté comme de l'autre. Remarque que je dis ça, puis ça pourrait aussi être un avocat ou une avocate de la couronne qui a allumé que tel membre du jury était chum avec Carter Hart à l'époque au secondaire, puis il a menti sur ses relations. Ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Carter Hart. Je suis en train de l'oublier, lui, Carter Hart. Les Flyers qui avaient enfin un gardien, tabarouette. Lui, il était dans mon pool de hockey, puis quand ça s'est arrivé, il était obligé de le mettre au vidange. Ouais. Et puis, on n'est pas en train de le défendre, là, comprenez-nous bien. Pas du tout. Non, mais pas du tout. OK, question concernant Mark. Non, puis moi, je suis d'accord avec monsieur ou madame, nécessairement que la plaignante a un courage. Écoute, ça doit vraiment pas être évident de revivre tout ça. C'est sûr. On va laisser la justice faire son œuvre, on va laisser les jurys décider ce qu'ils ont à décider. Puis pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que le juge fait dans un procès avec jury, dans ce temps-là, si c'est pas lui qui décide, mais c'est lui qui donne les directives au jury, qui explique le droit. Par exemple, en matière de preuve, là, si vous pensez ça, ben vous devez conclure ceci. Si vous pensez telle autre affaire, vous devez conclure cela. Ça, c'est pas admissible en preuve. Ça, c'est le juge qui décide. C'est le juge qui est le maître du droit et c'est le jury qui évalue toutes les questions factuelles avec les directives du juge. Et par la suite, c'est le juge qui détermine la sentence, le cas échéant, s'il y a condamnation. Donc, c'est rigoureux, là. Il n'y a rien de laissé au hasard. Ben non, bien sûr. Ben écoute, on parle de peine d'emprisonnement, là. C'est pas un vol de gomme ballon. OK. Question concernant la prochaine rencontre de Mark Carney, ton nouveau premier ministre, avec Donald Trump. Pas mon nouveau, c'est le tien aussi. Oui, René demande... René demande comment tu penses que ça va se passer et quelle posture Carney devrait emprunter. Bon, à la première question, René, vous me demandez comment ça va se passer avec un être aussi farfelu, loufoque, imprévisible, caractériel que Donald. Ça va se passer comme Donald voudra que ça se passe, ce 2 minutes-là. Ouais. Mais on a remarqué qu'il a changé le ton avec Carney, autant qu'il était hargneux et méprisant face à Trudeau. Les seules fois dont on l'a entendu parler de Carney, c'était plutôt positif, là. Et évidemment que tout ceci est calculé dans une certaine manière, là. Donald est incapable d'être gentil pour le plaisir d'être... Tu sais, ce gars-là, c'est... Il veut de quoi en retour? Il y a quelque chose. Non, mais c'est un gars qui est un être humain qui est vraiment méchant. Puis Carney, tu sais, c'est ça qu'on discutait pendant la campagne électorale. Il était gouverneur de la Banque du Canada, puis il était président de la Banque d'Angleterre pendant le Brexit. Puis au Canada, c'était pendant la crise bancaire financière, de 2008. C'est pas un tata, là. Tu sais, il y a un PhD en économie d'Oxford, là. Il en pleut pas de ça. Donc, ceci dit, ça pourrait taper ses nerfs de Donald aussi. Hein. Donald pourrait être jaloux de son diplôme, puis là, péter une crise. On va donc savoir ce qui peut arriver avec lui. Mais Carney, c'est un gars qui est drabe, c'est un gars qui est calme. D'après moi, il va aborder Donald un petit peu comme ça, là, tranquillement, pas vite. Mais pour le reste, c'est essayer de deviner ce qui va se passer. Aucune idée. Je sais pas si on va avoir droit aux images dans le bureau ovale, comme on a eu droit avec Zelensky et les autres. J'espère que Mark va mettre son beau saut. Ça, on n'est pas inquiet. Ils s'habillent pas comme Zelensky. Mais ils sont pas dans la même situation non plus. André? Oui, c'est Normand qui te demande, Fred, est-ce que le fait que Mark Carney se soit enfargé dans sa première campagne électorale à quelques reprises lui a coûté la majorité qu'il aurait eu besoin pour former donc un gouvernement majoritaire? C'est une bonne question. C'est difficile de comment je dirais, de faire un lien précis, hein, parce que le Canada, c'est grand, des comtés, il y en mouille. Donc, ce qui s'est passé dans tel comté, ça n'a pas nécessairement eu le même impact dans tel autre. Il en manquait pas gros pour avoir sa majorité. Moi, j'ai plutôt l'impression, Normand, je peux me tromper, évidemment, que au-delà des gaffes de Carney, parce qu'il en a fait notamment au Québec. Les gens font tous des gaffes. Oui, mais tu sais, pour le reste, ça n'a pas été trop pire. Moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est que les gens ont pris peur au début, bien fort, face à Trump, les menaces d'annexion, puis les tarifs, hein, parce que les tarifs ont été imposés au début de la campagne électorale, ni plus ni moins. Ouais. Puis ça a donné une espèce de boost de feu
à Carney, mais ça finit par s'essouffler tranquillement pas vite parce que là, on a arrêté de parler des tarifs, on a arrêté de parler d'annexion ou à peu près, ce qui a fait en sorte que ceux et celles qui disaient « Moi, je vote Carney », pourquoi? Ben parce que je veux rien savoir de Poilievre, mini-Trump, puis je l'aime pas plus qu'il faut, Carney, mais on s'en fout. Ça nous prend quelqu'un pour négocier avec Trump. Mais quand c'est ça la question de l'urne, ça va bien. Mais quand cette question-là commence à s'édulcorer parce qu'on n'en parle plus, donc les gens baissent, puis à tort ou à raison, là, baissent la garde en quelque sorte. Donc ce qui faisait le succès de Carney au début de la campagne a perdu du poil de la bête au fil de celle-ci. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a plein qui se sont dit « Ah non, moi, je ne vais pas donner un autre 4e mandat aux libéraux, là, au diable. Là. Donald a l'air de s'être calmé les nerfs. Là. Je m'en vais chez Poilievre ou je m'en vais au Bloc dans le cas du Québec. » Puis that's it. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Parce qu'à part les gaffes sur la Polytechnique, Concordia, on s'entend, c'est pas sympathique, là. Il n'a pas commis de boulettes stratosphériques non plus. Là, mais au contraire, il a même joué défensif. Oui, il a joué la trappe solide. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la deuxième. Et le fait pour la langue que son français soit quand même, bon, on le comprend, là, mais c'est loin. C'est pas fantastique. Ouais, c'est sûr qu'au Québec, ça a joué. À l'extérieur du Québec, non. Puis Poilievre, là, il n'est pas passé si loin que ça en termes de supplément. Non. Il est proche, il est vraiment proche. Puis ça a sauvé sa carrière politique. Parce que si c'était fait botter le derrière, comme je pensais que ça allait arriver, Poilievre, il partait, là, il est obligé. Là, il va s'accrocher, il va essayer. Puis moi, on me dit, il y a des sources conservatrices qui me disent qu'il va rester, puis l'establishment va le laisser en place. Oui, puis on repart en élection dans 2 ans en plus. Fait que c'est... Exact. OK. On fait un petit arrêt de rien du tout, puis on revient avec encore la suite de vos questions. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, Fred qui est avec nous pour encore quelques petites minutes. La citation gagnante s'en vient. D'abord, Chantal aimerait savoir, Fredouille, est-ce que, comme le dit François Legault, Québec solidaire est un parti extrémiste? Quoi? Tu l'as pas pogné ça hier, François Legault, qui a traité Québec solidaire est un parti extrémiste? Oui, il a traité Rudy. Depuis que Mme Gazal est là, c'est un parti extrémiste. Ah ben oui. Tu sais le pourquoi que c'est arrivé. La gang de... du projet de loi 89? Ben, les syndiqués d'Amazon sont allés manifester devant la demeure de Boulay. Ouais. Et ça n'a pas été... Ils ont voulu passer une loi pour empêcher ça et Québec solidaire n'a pas embarqué. Une loi pour empêcher, je sais pas, c'est pas une loi, mais en tout cas, ils ont voulu passer quelque chose là, pour que ce genre... Oui, pour dénoncer, parce que ça se fait pas d'aller... Selon la jurisprudence en place, tu as le droit de manifester devant une résidence. Et je dis pas que c'est l'idée du siècle. C'est pas super. Mais ouais, le reste, honnêtement... tu peux manifester devant un bureau d'un député ou quelque chose, mais d'aller directement devant la résidence, je trouve ça manque de... Je suis d'accord pour dire que c'est beaucoup, mais je veux dire, la jurisprudence le permet là, pour ceux que ça intéresse. Puis bon, pour le reste, Québec solidaire est extrémiste. Ben oui, François, c'est ça. Toi, en Europe, François, essaye juste de ne pas répéter ça parce que quand les gens vont aller voir qui est Québec solidaire, ils vont dire, mais M. Legault, c'est un parti de centre-gauche. C'est tout, là. C'est un petit peu gênant, mon François, là. Ça va prendre un petit peu plus de culture. La relativité nous rattrape toujours, hein? Ah, ouais. Mais moi, j'aimais beaucoup la proposition du Parti Rhinocéros d'abroger la loi de la gravité. Oui. Entre autres choses. Oui. André, une petite dernière? Maryse qui te demande, elle voudrait t'entendre sur le fait que le gouvernement du Québec a envoyé Martine Biron à Rome pour les funérailles du pape, mais que le drapeau du Québec, lui, n'a pas été mis en berne pour cet événement-là. Hypocrite. OK. Puis la question, c'est quoi exactement? Elle a dit, t'envoies un ministre à Rome pour les funérailles, mais par contre, au niveau du geste, OK. tu sais, parce qu'une personnalité ou quelqu'un va décéder, souvent, on va dire, on va mettre le drapeau en berne, mais pourquoi on ne l'a pas fait pour le pape? Le pape? Si c'est important que ça, on envoie quelqu'un là-bas? Ouais, tu sais, le pape, mettons je le dis très gentiment puis avec respect, là, en 2025, n'a pas la même résonance au Québec que dans les années 30, 40, 50, 60, 70. C'est même quand, je me rappelle dans les années 80, quand Jean-Paul II était venu avec la pape mobile. Oui.
C'est big, là. Écoute, ma grand-mère était quasiment grimpée en haut du stade olympique tellement qu'elle trouvait ça fantastique. Elle était dévote à l'os. Puis, non, elle m'en a parlé de ça, la pape mobile. C'était. Ben, ils ont rempli le stade, Fred. Ils ont rempli. C'est sûr. Puis pour des fervents catholiques, oui. comme ma grand-mère, qui était par ailleurs quelle merveilleuse personne, des fervents catholiques, le pape au Québec, à ta minute, là, c'était quelque chose. Là, ils ont été élevés là-dedans. Nous, ça s'est perdu. Puis là, je sais qu'on a des auditeurs, auditrices, peut-être un petit peu plus vieux que moi, qui ont vécu ces années-là. Le symbole du pape, par définition, je veux dire, c'est le chef de l'Église catholique. C'est énorme. C'est le chef du Vatican aussi. C'est un chef d'État, le pape aussi. Et de là, donc, ma réponse à votre question, c'est si on a envoyé Biron, ben, c'est parce que c'est un chef d'État qui a des connexions avec le Québec, qui décède, de un. Ouais. Deux, pourquoi qu'il n'y a pas eu de drapeau? Ça, évidemment, il faudrait demander au gouvernement Legault, mais je pense tout simplement qu'ils se sont dit, ben, il n'y a pas la résonance qu'il avait à l'époque, la fonction n'a pas ce symbole-là hein, qui a déjà existé ici, tout simplement. Mais rendu là, c'est un choix politique, puis ça aurait pu être respectueux aussi de le mettre en berne, absolument, oui. Excellente réponse, mon oncle Fredouille. Merci, je vais t'avoir une étoile dans mon cahier. Ben, tu vas avoir ton congé pour la fin de semaine. C'est déjà ça. Fort pour avoir ça, ce congé-là. C'est déjà ça. La citation 2, c'est-à-dire donc celle de Jacques Brel. Voilà. Oui, ben, je ne peux pas dire que je suis surpris. Mon oncle Fredo, il enligne le vote parfois. Mais avant ça, c'est pas une belle histoire, hein. C'est une anecdote. Comment je te dirais? C'est une allusion comique. Ah! Et j'ai écouté ça chez mon ami David Super de Mont-Laurier, qui a mis ça sur son Facebook tout juste avant d'entrer en ondes. Puis, en tout cas, moi, je l'ai vu avant d'entrer en ondes. Je trouvais ça très drôle. Je pense pas que ce soit si drôle que ça, mais je suis tellement fatigué que je suis ça très, Vas-y, on va rire avec toi. En gros, pour vos projets de retraite, si vous voulez prendre vos distances de votre famille pour pas vous faire achaler, achetez-vous donc un Winnebago. Oui. Hein? Parce qu'avec un Winnebago, il n'y a aucune chance que vos enfants reviennent vivre à la maison. S'ils savent pas, vous trouvez. C'est pas mal ça. All right. C'est bon? Oui. Et puis, pour Jacques Brel, oh là 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 là. Écoute-moi bien ça, mon pépère Léonard. Tu vas en avoir pour ton argent. Vivre, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas grave. C'est une aventure. C'est presque un jeu. Il faut fuir la gravité des imbéciles. Ne me quitte pas. Je vais penser à ça en fin de semaine. À lundi, Fred. Salut. Salut. C'était le fun. Le commentaire de Frédéric